Donc dernière table ronde de la journée, mais je pense que là on va avoir quelque chose d'animé aussi sur des questions dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'observance, la responsabilisation du patient, l'éducation thérapeutique. Ce sont des thématiques dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui prennent de plus en plus de poids, notamment avec l'organisation des soins qui sort de l'hôpital, avec les thérapies ciblées, la chronicisation qui font que les malades doivent s'autogérer de plus en plus longtemps. Et on va explorer ce champ avec deux experts justement de l'éducation thérapeutique, du patient expert, avec après les réactions du professeur Noël Mulpied et d'une patiente, Maggie. Xavier Recoquet, vous avez une vingtaine d'années d'action militante dans le domaine associatif, notamment dans le sida, et vous représentez aujourd'hui donc Catherine Tourette-Turgis, qui était prévue pour intervenir, mais parce que vous travaillez avec elle au sein de l'Université des patients. Je vais d'abord vous présenter, et puis après... donc garde le micro, c'est toi qui vas parler d'abord, Marion. Donc vous représentez aujourd'hui Catherine Tourette-Turgis, et vous enseignez au sein de l'Université des patients au DU d'éducation thérapeutique. Vous allez parler dans quelques instants de cette initiative originale et forte, mais d'abord, donc honneur aux dames et à la locale de l'étape. Marion, vous êtes administrative de l'AFA, l'association François Aupetit, qui est une association consacrée aux maladies inflammatoires chroniques intestinales, les MICI. Et donc, vous êtes au sein de cette association Patients Experts et vous avez participé à la construction d'un programme d'éducation thérapeutique au CHU de Bordeaux. Dites-nous d'abord ce que c'est qu'un patient expert, ce mot un peu barbare peut-être pour beaucoup, en quoi ça consiste, et nous présenter en quelques mots ce programme, que c'est toujours intéressant de voir aussi ce qui est fait dans d'autres pathologies, parce que je pense que le lymphome peut en apprendre, et on pourra apprendre aussi de ce qui est fait de manière générale. Le patient expert, déjà, un petit peu en deux mots par rapport à votre vécu, je ne demande pas une... Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Déjà, la terminologie de patient expert, bon, c'est un peu, ça fait un peu très, très pompeux. Ça porte beaucoup de débats aussi. On est plus tendance à nous appeler maintenant patient intervenant. Bon, après, moi, je n'attache pas beaucoup d'importance aux étiquettes, bref. Le rôle du patient expert, on va rester là-dessus. En fait, c'est des malades qui ont un certain recul sur leur maladie et qui, dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique, interviennent aux côtés de soignants, en collaboration avec des soignants, auprès de patients, pour les aider à améliorer leur qualité de vie, alors que ça soit pour l'observance, que ça soit pour... voilà, enfin, pas forcément que pour le suivi du traitement ou comme ça. Et donc ce programme d'éducation thérapeutique, comment vous avez participé à sa construction et en quoi c'est important que la parole du patient soit dans la construction de ce type de programme? Alors il faut savoir qu'à l'AFA, l'éducation thérapeutique, c'est le fer de lance ces dernières années. On s'attache vraiment à mettre ça en place au niveau national, puisque l'AFA est une association nationale dans laquelle il y a des délégations après un peu partout en France. Les précurseurs ont été nos amis de Nice, qui nous servent beaucoup d'exemples, et on essaye de monter ces programmes un peu partout en France. Nous, le programme qu'on appelle EduMICI au sein de l'AFA, on l'a fait vraiment en collaboration, je dis on, parce que j'ai un autre collègue de l'association qui est patient expert avec moi. On a travaillé vraiment main dans la main avec le cadre de santé et les infirmières qui font partie du programme au sein de Saint-André. Et donc on a monté tout le dossier au niveau de l'ARS. On s'est posé les questions quand ils voulaient mettre des choses en place. Ils nous ont demandé si nous, en tant que patients, comment on le voyait, comment on le vivait, tous les questionnaires, tout d'évaluation pour le patient lui-même, les questionnaires d'évaluation pour l'ARS. Vraiment, on a tout fait, tout monté en collaboration les uns avec les autres. Notre programme a été validé le 1er avril 2013. C'était pas un poisson, mais il nous a fait bien plaisir. Et donc pendant presque un an, on a tourné comme ça. On a fait, je crois, presque une trentaine de patients qu'on a suivis en quatre séances individuelles. Ça se passait. Durant lesquelles, voilà, il y a une première séance en fait qui se déroule, qu'on appelle le diagnostic éducatif. En fait, c'est pour établir quelles sont les priorités du patient.
Bon, moi, je vais parler de ce que je connais moi, c'est-à-dire les Mickey. Par exemple, une maladie de Crohn, on sait que la chose la plus grave pour quelqu'un qui est atteint d'une maladie de Crohn, c'est le tabac, c'est le fait de fumer. Ça ne fait qu'aggraver la maladie. Donc un gros fumeur, le but du jeu, c'est vraiment, le gastro lui dit, il faut vraiment arrêter de fumer. Ce qu'il y a, c'est qu'en éducation thérapeutique, si le patient est un passionné de cinéma et qui nous dit « ben moi, mon souci, ce que vous disiez tout à l'heure Isabelle, moi, ma priorité, c'est aller au cinéma au moins une fois par mois », ben on va faire en sorte de lui donner les clés pour qu'il aille une fois par mois au cinéma. Il continue à fumer, c'est pas grave, ça on le verra après. D'abord, la priorité, c'est vraiment l'aider à lui donner les clés pour qu'il puisse continuer à aller au cinéma et continuer à avoir sa vie normale. Le côté après vraiment observance du traitement thérapeutique par lui-même vraiment technique, on va dire, ça vient après si ça ne fait pas partie des priorités du patient. Merci. Xavier, donc l'Université des patients, qui est une initiative assez originale, dites-nous-en quelques mots et en quoi elle aide les malades au final, en quoi ça peut faire avancer aussi le public, on va dire, pour tous les malades. L'Université des patients, merci de me recevoir. Je crois que c'est important de partager le savoir entre les différentes pathologies. Je suis très content qu'il y ait des associations de patients qui se bougent. Ça fait 27 ans que moi je travaille dessus. Donc voilà, je suis un vieux dinosaure. Alors l'Université des patients, c'est venu du besoin. On s'est aperçu qu'il fallait de plus en plus monter l'expertise et créer et former des patients et partager cette expertise sur le modèle médical, je dirais tout simplement. Alors ça s'est produit d'abord dans l'éducation thérapeutique où dans ces programmes à l'université Pierre et Marie Curie, on forme dans les sessions 30% de personnes qui sont issues de différentes maladies chroniques. Il reste 70% de personnes qui sont des professionnels de santé, etc., etc. Donc ces patients intervenants plutôt que patients experts, d'ailleurs, qui n'est pas un terme que j'aime bien beaucoup, qui est un peu confusionnant, ces patients intervenants, ils vont donc être formés à ce niveau de DU ou de master pour être en mesure de participer avec les équipes médicales à l'éducation thérapeutique dans les différentes maladies. Voilà. Donc ça, c'est une formation de qualité universitaire, puisqu'il y a la formation de base en ETP qui est de 40 heures, si ma mémoire est bonne, et là, c'est des formations de 120 heures et plus. Voilà. Ça, c'était le début. Et puis moi, donc, j'ai enseigné là-bas pour montrer un petit peu comment on pouvait faire des choses dans le cadre général, de culture générale pour ces personnes-là. Et puis j'ai dit à Catherine Tourette-Turgis, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est un peu débordée, très sollicitée, et elle vient de sortir un bouquin d'ailleurs, et je lui ai dit mais il faudrait faire quelque chose parce qu'il y a un besoin qui est très puissant, qui est autour de la démocratie sanitaire et de l'expertise sur comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes au niveau légal. Vous avez le plan cancer, mais vous avez les lois, vous avez des tas de lois, vous avez des règlements, on voit sur l'assurance, et on l'a vu tout à l'heure dans le débat, il y a des choses à changer dans les réglementations. Donc comment on travaille cette expertise? C'est très particulier, ça n'existe pas, ou quasiment pas, et ça n'existe pas pour les malades, et comment on le fait au niveau universitaire. Donc on s'est réunis, on a travaillé ensemble, et puis nous on a une vieille habitude de faire bouger les lignes dans le milieu du sida. On est des spécialistes, notre métier, c'est devenu mon métier, et on a dit on va, mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc on va essayer de passer le message et de le faire dans un cadre universitaire, c'est-à-dire avec des méthodes aussi qui soient cohérentes avec la démocratie. Il ne s'agit pas de faire aussi que du travail descendant, à l'ancienne, qui a un rendement qui est assez faible. Et donc ça ouvre, c'est la première session, la première promotion, une vingtaine de patients de différentes maladies chroniques qui seront accueillis à Jussieu, dans la tour qui a été rénovée là, qui seront accueillis à Jussieu fin mai. Donc on cherche encore 2 patients dans le cancer. Donc c'est un appel à candidature pour venir, et on souhaite que ces patients qui seront très tutorés soient évidemment en lien avec une association ou des médecins pour pouvoir être dans un réseau où leur thèse ne sera pas une thèse classique, ce sera de proposer un projet de démocratie sanitaire, et donc qu'ils l'exposeront. Alors il y aura des tas de réunions avec plein de gens, vous allez voir des directeurs d'ARS, enfin ça va être grandiose. Très concrètement, s'il y a des gens qui sont intéressés, comment ça se passe? Ils viennent me voir, j'ai un petit document dans lequel tout est inscrit.
Maggie, en tant que malade... Ça m'intéresse. En tant que malade, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, toute cette dynamique de l'éducation thérapeutique, de la responsabilisation du patient de manière générale. Alors moi, je suis un peu la candide ici, effectivement, parce que je ne suis pas du tout patiente experte, vous l'avez bien compris. Ce mot, effectivement, me fait un petit peu peur, parce que voilà, pour moi, l'expert, c'est le médecin, c'est surtout pas le patient. Moi, je voudrais juste témoigner, pour faire peut-être lien ou rebond avec ce qui est en train de se dire, juste témoigner de la façon dont moi, comment j'ai vécu la place que m'a laissé le médecin au moment de l'annonce, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, au moment de comment on se dépatouille avec ce qu'on vient de nous dire, et la place qu'il m'a donnée, et qu'est-ce qu'il attendait de moi, et comment je pouvais, moi, dire ce que je pouvais attendre de lui. Donc, je vais essayer d'être brève. C'est un petit peu compliqué, puisque le lymphome a été diagnostiqué, le lymphome que j'ai a été diagnostiqué au moment du bilan d'extension d'un cancer du sein. Donc, voilà, première étape, mammographie, cancer du sein. Il fallait intervenir très vite, mais au bilan d'extension, c'est-à-dire le lendemain, quasiment, on découvre une grosse tumeur dans le poumon, et donc là il y avait donc hypothèse de métastase. Donc ça a été très très vite. En 3 jours, il a fallu faire une biopsie, et c'est la biopsie qui a détecté un lymphome. Du coup, on m'a envoyé chez un hématologue, et il a fallu, avec l'hématologue, donc c'est le professeur Laurent, parce que je suis à Toulouse, le professeur Laurent qui se retrouvait à m'accompagner sur 2 cancers indépendants et à établir une stratégie. Donc, il était là, comme ça, et on a tous les deux téléphoné au chirurgien sur un autre hôpital, et voilà. Donc, je vais aller plus à l'essentiel. Ce qui était intéressant de cette démarche-là, c'était effectivement de m'associer à la problématique qui se posait, par quoi on commence, comment on fait. Il m'a posé les différentes stratégies possibles en m'associant vraiment à une décision. Et alors, en me disant, voilà, on va faire notre RCP à nous, en téléphonant, mais en direct dans son bureau au chirurgien. Et voilà, j'ai trouvé que c'était à la fois, ça me tombait dessus de façon très très rapide, mais me mettre à cette place-là me convenait. Il m'a dit, alors c'est le mot que je raconte ça à tout le monde, il m'a dit, voilà, vous êtes le capitaine, moi je suis dans votre équipe, maintenant il faut que tous les autres ils soient aussi dans votre équipe. Donc tous les médecins que je voyais après, je leur demandais s'ils étaient bien dans mon équipe. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. Alors c'est pas une place de patient expert, effectivement, mais c'est mettre le patient, effectivement, être concerné par ce qui se passe et ne pas attendre de l'équipe médicale seuls les mises en action. Alors bien sûr qu'on attend d'eux qu'ils nous trouvent des solutions, qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe, mais voilà, pour moi c'est important qu'ils fassent attention à notre tout ce que vous avez dit. Moi, j'adhère complètement à tout ce que vous disiez. Je parle à Isabelle. C'est à la fois l'écoute, la parole. Et moi, j'ai retenu, je vais finir avec ça, j'ai retenu beaucoup la question de l'authenticité dans ce que je raconte. Voilà, l'authenticité qui va de pair avec la confiance. Et, voilà. Et là, on est parti là-dessus. Et vraiment. Que vous nous dites est un très bon exemple de ce qu'on appelle la décision partagée. Est-ce que prônent aujourd'hui tous les acteurs, peut-être ce que tu voulais dire, Xavier, un très bon exemple que prônent aujourd'hui toutes les associations, tous les acteurs. Vous pouvez compléter peut-être sur cette notion-là qui est aujourd'hui de plus en plus importante. Décision il est formidable votre médecin là, parce que tout de suite vous vous situez vraiment dans le cadre. Ça c'était tout à fait exceptionnel. Enfin exceptionnel. J'espère que c'est pas exceptionnel justement. Et aussi l'autre notion c'est le patient activé. C'est qu'il a tout de suite vous a mis en condition d'être capitaine, quoi. C'est ça. Il a tout résumé dans un seul mot. Ça, c'était extraordinaire en disant vous allez coordonner. Alors, c'est pas toujours facile. Tous les patients sont pas forcément réceptifs, mais voilà, c'est cette notion. On s'appelle active patient. Il y a pas mal de publications là-dessus aux États-Unis. Ça commence à venir en France, donc je vous le signale. Voilà, vous pouvez faire des recherches bibliographiques. C'est intéressant. C'est un petit peu ce qui a été fait. C'est la grammaire de ce qui a été fait. Mais c'est vrai que vous faites bien de souligner que c'est pas toujours facile et c'est pas possible pour tous les patients. Ça c'est voilà, c'est le talent du médecin aussi de bien évaluer à quel niveau on se situe, à quel niveau
au début de la maladie, dans le déroulement, à quel niveau on peut aller dans cette attitude-là pour être plus réservé. Voilà, c'est très très compliqué. C'est quand même très compliqué. Oui, que dans la volonté d'être acteur, d'être actif, il y a tous les niveaux et que c'est aussi aux professionnels de santé. Marion, tu voulais réagir ? Oui, je voulais réagir par rapport à ce que Guy vient de dire. En fait, c'est un petit peu le but du jeu de l'éducation thérapeutique aussi. C'est que, bon, là, c'est, comme vient de dire Xavier, vous avez un super toubib. C'est que vraiment le patient devienne vraiment acteur et se responsabilise au fur et à mesure parce qu'il connaissait pas ses propres ressources. Des fois, il suffit d'un petit rien. C'est juste, moi j'ai l'habitude de dire en éducation thérapeutique, on a le trousseau de clés, on le donne au patient pour qu'il puisse lui ouvrir la porte. Mais c'est lui qui choisit sa clé, c'est lui qui met la clé dans la serrure et c'est lui qui ouvre la porte. Donc c'est à ce niveau-là que nous, on aide après le patient. Alors après, en atelier individuel, en atelier collectif, après ça dépend des demandes des patients, ça dépend aussi des moyens qu'on a ou pas. Voilà. Professeur, cette irruption du patient de plus en plus acteur, actif dans sa maladie, comment les professionnels du soin, les associations ont souvent tendance à dire qu'ils ont du mal encore à s'y mettre et du mal à qu'est-ce que ça vous évoque, et notamment cette notion d'observance qui est évoquée là et qui ne parle pas beaucoup aux patients, mais qui est souvent un sujet de préoccupation des médecins. Là aussi, l'éducation thérapeutique peut y aider. Quelle est la place d'un médecin aujourd'hui? Comment elle évolue avec l'éruption de ce patient acteur? Comment vous dire? Ok, là on vient de décrire un monde de bisounours. Ça n'existe pas, ce monde-là. Ça n'existe pas. D'accord? Parce que c'est pas comme ça que les choses se passent. On a deux acteurs qui sont ici, qui sont impliqués dans des maladies qui sont des maladies chroniques, Mickey, HIV, etc. On parle de lymphome aujourd'hui, en tous les cas, dont on espère qu'elle n'est pas une maladie chronique, même si de temps en temps les choses peuvent être comme celle-là. On parle de choses qui sont souvent dans l'urgence. Et on parle enfin de modalités thérapeutiques qui sont des modalités thérapeutiques qui jusqu'à présent étaient des modalités thérapeutiques impliquant une présence hospitalière relativement importante et une succession de présences hospitalières relativement importantes. Et ici on parle de lymphome, mais on pourrait parler des leucémies aiguës qui sont une autre des pathologies qui existent pour lesquelles effectivement les choses sont un peu différentes. Alors oui, certes, c'est intéressant de mettre le patient au centre de sa prise en charge. D'abord, tous n'en sont pas capables, d'une part. Et puis, d'autre part, comment dire, la latitude qui peut être donnée dans cette perspective-là est une latitude qui est assez variable. Les choses vont changer. Elles changent d'ores et déjà. Et elles vont changer dans la mesure où on voit apparaître de plus en plus de thérapeutiques qui sont des thérapeutiques dites ciblées et qui vont modifier considérablement les modes de prise en charge des patients. Et là, du coup, il faut qu'on réfléchisse effectivement à la façon d'impliquer les patients dans leur propre prise en charge et de les impliquer de façon prolongée, de façon, j'allais dire, répétée. Et là, on a effectivement à réfléchir à la façon dont on va s'y prendre pour faire cette information. Et dans le mot information, comme vous nous le disiez tout à l'heure, madame, il y a cet aspect de modélisation, de modelage, on va dire. Et puis, dans l'aspect de l'acquisition des phénomènes qui peuvent se produire. Pour quel objectif faire de l'éducation thérapeutique? Évidemment, pour que le patient s'approprie sa maladie, enfin s'approprier sa maladie, c'est un mot, je trouve ça un peu curieux, parce que la maladie, il l'a. Il n'a pas besoin de s'approprier. Il a besoin de s'approprier éventuellement la connaissance de la maladie en question, la connaissance du pronostic, la connaissance donc tout un tas de choses. Et j'ai coutume de dire, quand le patient se trouve face à un médecin, un expert, il est face à quelqu'un qui, pour apprendre tout ça, ça lui a pris entre 15 et 25 ans, et ça va être assez difficile de faire passer le message en 20 minutes, une demi-heure, voire une heure. Donc il va falloir
modéliser le message de façon précise. Mais peu importe. Donc il va falloir qu'il s'approprie à la fois la maladie et surtout le traitement. Pourquoi on fait ce traitement? Comment on va organiser ce traitement? Quels sont les médicaments qui vont être donnés? Quels sont les effets secondaires qui vont se produire? Comment est-ce que je vais gérer ces effets secondaires? Qui va les gérer avec moi? Qui va ceci? Qui va cela? Etc. etc. Et il est certain que, j'allais dire, l'aspect qui reste technique, pardonnez-moi, de la prise en charge risque de dominer les choses, et que l'aspect qui consiste à essayer d'intégrer cette thérapeutique mais dans le reste de l'existence, est-ce que je vais aller au cinéma, est-ce que je peux aller au théâtre, etc. Je veux dire que bon, ça risque de passer éventuellement au second plan, et il faut qu'on apprenne à faire en sorte que, dans la mesure du possible, ça ne passe pas au second plan. N'oubliez cependant pas quand même que nous sommes confrontés à des maladies, enfin vous êtes confrontés, et nous par votre intermédiaire, à des maladies qui, par leur existence même, retentissent sur un certain nombre de capacités, et en particulier sur des capacités de défense et de capacités de défense. Et que les médicaments qu'on utilise, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de la chimiothérapie conventionnelle, des anticorps monoclonaux, radiomarqués, médicaments ciblés, retentissent sur les capacités à pouvoir se défendre. Donc il va falloir expliquer, dans une certaine mesure, tout cet événementiel. Et je pense que on aura besoin certainement des patients pour le faire, de patients, on aura besoin des infirmières, on aura beaucoup besoin des médecins traitants également. Et il faut qu'on organise complètement la prise en charge, et quand je dis prise en charge, c'est l'accompagnement plus que prise en charge des patients qui vont être, j'allais dire, soumis, oui, mais c'est comme ça, ou qui vont subir ce type de traitement-là. Et pour l'instant, eh ben, dans le monde de bisounours, ça serait merveilleux, mais je peux vous dire que ça n'est pas possible pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas les gens pour le faire. Et que les gens pour le faire, ça coûte des ronds, et qu'il n'y a plus un rond à l'hôpital. Donc, le monde des bisounours, Xavier. Ouais. Bon, alors, le monde des bisounours, ça se gagne. Alors, je vais juste faire un petit retour historique. Dans le VIH, non, c'est pas bisounours, même s'il y a beaucoup d'acteurs. Et je crois, alors, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que vous avez tout à fait raison, les choses évoluent. Et donc, les patients attendaient beaucoup du médecin qui fasse tout comme autrefois. C'est fini pour des raisons bien sûr techniques, financières, tout ce qu'on voudra, et ça s'est complexifié. Donc maintenant, il y a plus d'acteurs, et dont les acteurs qui viennent sont les patients intervenant dans des dispositifs d'éducation thérapeutique. Et donc le médecin, finalement, vous êtes des surhommes, parce que vous faisiez beaucoup de choses, mais là c'est plus possible, donc il faut partager ce travail, et le temps d'explication, les temps, etc., ils doivent être délégués, parce que sinon c'est pas possible, c'est trop complexe. On est bien d'accord là-dessus, et ça, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des dispositifs financiers et budgétaires pour que ça. Il y a de l'argent en France, il suffit d'aller le chercher, ou disons dans des pays voisins comme la Suisse, le Luxembourg, etc. Donc, on ne va pas revenir sur ces débats, mais cet argent, il existe. On a de l'argent pour soigner la population, et on sait que quand on soigne la population, on enrichit le pays globalement. Donc, c'est pas des pertes, c'est pas un coût aussi. Ça, vous le savez certainement mieux que moi. Voilà. L'autre chose, c'est pour vous dire, dans le VIH, il y avait un certain nombre de technocrates qui s'étaient dit, bon, puisque maintenant le VIH, c'est une maladie chronique, on va mettre tous les gens c'est une maladie chronique, on va les mettre les gens en ville, les patients en ville. Quand même 100 000 patients. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecin qui traite le VIH, c'est une spécialité non reconnue. C'est quand même un truc bizarre, mais c'est comme ça. Et là, ça nous a énervés. Donc, c'est pas si bisounours que ça. Et ils voulaient fermer des services. Et là, ça nous a vraiment énervés. Donc, on a fait ce qu'on fait d'habitude, campagne de presse, etc., du sang sur les murs, etc. Enfin bon, là, c'était assez spectaculaire. Et ça les a calmés. Et voilà, donc on est revenu à une situation de status quo qui n'est pas très satisfaisante parce qu'il y a des vraies réponses, mais qui dépassent le VIH, qui sont pour toutes les maladies chroniques. Comment on organise les centres de soins, comment on organise la liaison ville-hôpital, etc. Donc voilà, donc c'est pas si bisounours. Donc le monde un peu meilleur, ça se gagne avec du combat, et ça se gagne avec des associations, avec des acteurs qui sont impliqués et qui sont en lien avec vous, bien évidemment, avec les médecins, avec les soignants. Professeur, peut-être avant de répondre, je vois que Marion hochait la tête aussi quand vous parliez. Peut-être que vous pourrez répondre aux deux en même temps. Non, c'est vrai que j'ai la tête d'un bisounours, mais j'y crois pas à ce monde des bisounours. Preuve en est, notre programme d'éducation thérapeutique, donc je vous disais, a été validé par l'ARS. On a pratiqué ces séances individuelles pendant 1 an.
Et au bout d'un an, le problème, c'est qu'effectivement, problème d'effectifs, d'infirmières, il y avait des congés mat, il y avait des congés maladie à remplacer. Pendant presque un an, on n'a pas pu continuer à suivre les patients. Il y a certains patients qu'on a dû arrêter en plein milieu, qui se sont retrouvés complètement largués. Donc on a pris sur notre temps un peu plus. Personnellement, j'ai vu des gens en extérieur un peu à la mort moelleux, un peu pour continuer à faire le boulot pour lequel j'étais là. Et qu'à cela ne tienne. On n'a pas le temps et on n'a pas les gens suffisants pour faire des séances individuelles. On va faire des ateliers collectifs. Certes, ça sera une fois, mais on en aura 8 en même temps. Alors 8, 4 patients et 4 accompagnants. Là aussi, sur l'éducation thérapeutique, on s'attache à, dès qu'il y a besoin, faire venir les accompagnants. Il faut toujours, voilà, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, on sait très bien, il y a un monde de bisounours, mais faut viser jusqu'à là pour avoir au minimum là. On a très bien conscience de tout ça, et voilà. Il faut faire bouger les lignes. Moi, je vois déjà ce que disait Xavier tout à l'heure, on en débattait. J'ai passé mon diplôme universitaire d'éducation thérapeutique en 2010. Je crois que j'étais la première patiente à être inscrite dans ce genre de session. Aujourd'hui, il y en a plus de la moitié des sessions sont des patients dans ce genre de DU. Voilà, en 4 ans, 4 ans, c'est pas grand-chose. Il faut laisser le temps au temps, mais aussi il faut pas en démordre. Il faut continuer à lutter, quoi. Faut pas. Professeur. Non, je pense que vous êtes mépris sur le terme bisounours. Ce que je voulais dire par là, c'était peut-être plutôt un monde idéal, et c'était plus que les bisounours. Il faut tendre vers les bisounours. Comment ? Il faut tendre vers le monde des bisounours. Non, il faut tendre vers un monde idéal, dans des moyens qui nous sont impartis, c'est important. Donc vous avez fait évoquer le fait qu'il faut se mobiliser, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut qu'il y ait une mobilisation qui se fasse. Simplement, cette mobilisation, elle se fait de façon différente et de façon plus ou moins bruyante. Enfin, on est tous en mémoire les mobilisations des patients porteurs du VIH, moins celles des patients porteurs de maladies infectieuses, mais elles doivent exister, j'imagine. Ce qui est un peu plus compliqué dans le cadre des maladies comme celles auxquelles on a affaire, même s'il commence à y avoir un certain nombre d'évolutions. Ce que j'ai voulu dire simplement, c'est que on aimerait tous pouvoir faire ce genre de choses, on aimerait tous pouvoir mettre en place cette éducation thérapeutique, etc. Le problème, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas parce qu'il n'y a pas de personnel. On a essayé de mettre en place dans notre service, c'est peut-être pas l'éducation, mais de l'accompagnement du patient de façon externalisée, etc. Simplement, une fois que l'infirmière a été prise sur le pool global des infirmières, mais quand il n'y a plus d'infirmières pour s'occuper des patients qui sont hospitalisés, qui ont besoin, la première qui trinque, enfin qui va remplacer, c'est celle qui s'occupe de l'accompagnement. Parce que nous sommes dans une situation... Alors, si vous avez des leviers sur lesquels il faut qu'on appuie, moi je serais preneur pour les connaître, ça fait des mois et des années que j'essaye de faire bouger les choses, mais pour l'instant, rien ne bouge, et les choses sont assez compliquées, donc j'attends vos leviers. Alors venez éventuellement mettre du sang sur les murs de notre direction. Voilà, il ne faut pas s'arrêter au manque d'effectifs et au blocage. Il faut trouver des... C'est justement pour cela qu'on a créé l'université des patients. C'est pour former des patients là, experts en démocratie ou intervenants en démocratie pour pouvoir faire ce que nous on a su faire, c'est-à-dire une coalition des patients et des médecins pour informer la population et puis les décideurs. Mais les décideurs, ils ne suivent que si le peuple le veut. C'est vox populi, vox dei. Il ne faut jamais oublier que comment dirais-je, la puissance de la masse, et quand on anime, quand on fait moi je suis allé pour les médicaments je vais vous raconter une petite histoire comme ça. Les médicaments pour le VIH, ils sont sortis en janvier 96, et le gouvernement, je crois que c'était Juppé à l'époque, ne voulait pas payer avant le mois de septembre. Bon, ça nous a un peu énervé, et donc on a pris une caméra, on est allé acheter les médicaments nous-mêmes aux États-Unis. Donc pour un État républicain, c'était pas supportable, et on les a eus très rapidement, 3 mois après, parce qu'il y a eu un ensemble de buzz sur vidéo, etc., à TF1, partout, qui a été fait. Et puis il y a aussi une expertise au niveau légal que nous avons acquise et qui nous a permis d'aider les fonctionnaires à rédiger parce qu'après il y a des problèmes techniques quand même, pour qui sont les traitements, etc., ce que vous connaissez bien. Donc on avait des gens qui étaient de très haut niveau et qui étaient capables
de coécrire avec les médecins et avec les fonctionnaires les ordonnances qui étaient nécessaires pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Donc c'est cette alliance qui est importante, l'expertise et l'alliance avec les professionnels pour faire bouger les lignes dont vous avez besoin, mais dont nous avons besoin. Mais c'est possible, hein, je fais le pari, voilà, on fait le pari avec l'université de former ces personnes-là venez nous voir, venez. Voilà. Je voudrais juste dire quand même que c'est une des missions de France La Femme Espoir, n'est-ce pas, Guy, de favoriser cette coalition, je reprends votre terme, hein, cette coalition soignant-soigné, dans le but d'imaginer, de développer, de promouvoir tout un tas de bonnes initiatives. Donc voilà, appuyez-vous sur nous comme nous avons besoin de vous. De co-construire l'organisation des soins de demain. Non, mais bien sûr qu'on s'appuie, bien sûr qu'on a besoin de vous pour faire avancer ce genre de choses, et que sans les patients et sans leurs exigences, on ne peut pas faire avancer les choses. Le problème, si vous voulez, c'est que la puissance de la voix des patients n'est pas égale. Certains patients ou certains groupes de patients ont une voix beaucoup plus puissante que d'autres, pour des tas de raisons, et d'autres patients ou d'autres groupes de patients ont une voix moins puissante pour d'autres tas de raisons. Et je veux dire que ce qui a pu être efficace avec un certain nombre de leviers à un moment donné ne peut peut-être pas forcément être aujourd'hui efficace de la même manière. Les choses changent. Vous disiez que, par exemple, vous aviez, à l'époque où les médicaments n'étaient pas disponibles, était organisé, je ne sais pas, un charter, je ne sais quoi, aux États-Unis. Oui. Aujourd'hui, on avait discuté tout à l'heure, nous sommes dans la même situation. Il existe un médicament. Ce médicament, nous aimerions pouvoir le donner. L'autorisation ne nous est pas accordée. Je ne vois pas qui va aller chercher ce médicament-là. Ou alors, on est peut-être changé d'époque et en 2015, on ne se comporte plus qu'en 1996. Ou peut-être que l'individu qui aura les moyens de se payer et son billet d'avion et le médicament dans un autre pays ira pour lui, mais ne fera peut-être pas forcément l'effort de le faire pour les autres. Donc vous voyez, il y a tout un tas de dimensions qui changent, et évidemment qu'on aimerait bien. Donc c'est pour ça que je disais que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a une dimension particulière. Les efforts qui sont faits par les uns et par les autres sont certainement des efforts indispensables, louables, et qui finiront par aboutir. Simplement, les choses sont peut-être un peu plus compliquées, et les efforts que l'on peut faire, on doit effectivement être soutenus par les groupes de patients pour qu'on puisse le faire. Une réaction, Marion, avant de passer aux questions dans la salle. Oui, je crois qu'on dit bon, il faut entendre la voix des patients, être soutenu par les patients, les associations, mais il ne faut pas oublier non plus tout le monde libéral, tous les médecins aussi, infirmières et libéraux. Il faut vraiment essayer de les investir. Encore dans le cas des Miki, il y a un programme d'éducation thérapeutique pour les Miki qui s'est monté en libéral, en dehors du CHU, auquel on participe aussi. Et c'est des choses aussi, il faut pas oublier ces gens-là qui sont tout à fait compétents et qui parfois même se retrouvent à défaut dans ce milieu-là parce que le monde du CHU ne leur convenait plus ou autre. Et donc, ils ne demandent qu'à revenir sur les vraies valeurs et retrouvent là leurs vraies valeurs et leur vrai cœur de métier. Vous me permettez, avant de parler, il faut faire aussi attention, il y a une question de fréquence. Je ne sais pas quelle est la fréquence dans la population des maladies de type Miki, mais la fréquence, le lymphome, au sens très large du terme, n'est pas une maladie si fréquente que cela. On estime à l'heure actuelle qu'un médecin généraliste aura peut-être, dans son expérience professionnelle, 2 patients porteurs d'un lymphome. Donc ça va être difficile de mobiliser les gens pour la prise en charge de 2 patients hypothétiques à un moment ou à un autre. Vous voyez, il y a une dimension qui est une dimension épidémiologique à prendre en compte également par rapport à d'autres types de maladies. Un médecin va avoir je ne sais combien de patients qui ont une hypertension artérielle ou trop de cholestérol. Un médecin qui va peut-être voir dans sa clientèle 1 ou 2 patients, et puis éventuellement, s'il n'a pas beaucoup de chance, il en aura 3, mais c'est tout. Donc mobiliser un très grand nombre de personnes de façon globale, c'est difficile. Donc il faut qu'on imagine des modalités de mobilisation qui sont des modalités de mobilisation peut-être un petit peu différentes, mais en s'inspirant de ce qui a déjà été fait. Donc il y a une nécessité d'inspiration de la part de vos groupements, mais en l'adaptant à la situation. Oui, je passe sur votre tonton Marion, mais le Miki, c'est 200 000 malades en France. Tout à fait, 200 000 malades en France. La réponse, du coup, c'est aussi de travailler en commun. C'est pas que le lymphome, c'est différentes pathologies cancéreuses qui pourraient avoir les mêmes problématiques. L'université des patients étant très large au niveau de toutes les pathologies. C'est 5 000. C'est 5 000 nouveaux cas de lymphome par an. Non, 15 000. 15 000, 14 000, qui dit mieux? 15 000, enfin bon, 15 000. Adjugé à 15 000. Question dans la salle.
Vas-y, vas-y. Oui. Je voudrais faire entendre une petite voix de patiente très impuissante qui essaye, derrière son petit ordinateur, d'essayer de diffuser des informations qu'on trouve chez les institutionnels, qu'on trouve dans les protocoles d'essais cliniques. Je vais vous parler de deux cas que j'ai rencontrés récemment. Il se trouve que je fais partie du comité de patients de la Ligue pour la recherche clinique et que je relis les notes d'information patients. Et il y a quelques jours, j'ai eu un protocole avec une thérapie ciblée, qui est l'ibrutinib, le dernier qui est sorti, dont on a parlé là. Et comme je connais un petit peu la problématique les effets indésirables de ce genre de thérapie ciblée, et là, quand on prend ce médicament, il faut connaître l'art de l'inobservance. Au début, ces médicaments sont magiques, miraculeux. Les ganglions fondent, on se sent bien, voilà. Et assez vite, les effets secondaires arrivent et le patient, j'ai considéré dans la relecture de l'essai clinique que dans le protocole, ce qui était très bien décrit dans le protocole, la procédure, en cas d'effet secondaire, n'était pas répercutée dans la note d'information patient. J'ai pensé que ça pouvait être utile pour le patient. Alors évidemment, j'ai rédigé, mais j'ai édulcoré. Le message étant, si vous avez des effets indésirables, il faut, surtout dans un essai clinique, en parler à votre médecin. Et j'ai décrit les possibilités qu'avait le médecin pour remédier à ces essais, aux effets indésirables. D'abord, il peut donner un traitement genre Imodium, enfin bref. Il peut suspendre le traitement pendant un certain temps. Il peut suspendre provisoirement. Il peut après dire au patient, on va le reprendre, ou on va jouer sur la dose. Enfin bon, il y a toute une procédure. Il faut qu'il sache que ça existe. Parce que les patients, il y a différentes sortes de patients. Il y a des patients qui veulent absolument s'accrocher au traitement. Si je ne le prends pas, je ne vais pas guérir. Donc ils vont complètement se vider dans tous les... du haut et du bas. C'est catastrophique. Alors qu'en parlant, en n'étant pas observant, ça va s'arranger. Donc dans les essais, j'ai bien fait ou j'ai mal fait ? Non, vous avez très bien fait, bien entendu, mais c'est vers ça qu'on voudrait aller dans l'éducation thérapeutique, c'est faire en sorte qu'il y ait une explication en amont, qui soit donnée des effets secondaires qui sont susceptibles de se produire, et des modalités de réaction à avoir face aux effets secondaires, modalités de réaction du patient lui-même et du patient avec son médecin, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette angoisse, parce que je conçois très bien que ça soit extrêmement angoissant pour les patients, et qu'il n'y ait pas l'inobservance non plus, parce que il y a un souci qui est un souci important. Si on donne des médicaments qui sont des médicaments puissants, qui sont des médicaments coûteux, et si ces médicaments qui sont puissants et coûteux ne sont pas pris, ils vont rater complètement leur objectif. Donc il faut faire en sorte que le traitement dont on attend beaucoup puisse être effectué de façon correcte, au mieux de sa tolérance et avec une bonne observance. Donc ce que vous avez fait est extrêmement vrai. C'est ça qu'il faut que l'on fasse. C'est en ce sens-là où je disais qu'il faut qu'on aille vers de l'éducation thérapeutique avec ce type de médicaments pour que le patient soit acteur de son propre traitement. Mmh. Alors, autre exemple, toujours sur le même genre de médicament, mais l'autre. Je connais quelqu'un qui a ce genre de pathologie, qui prend ce genre de médicaments, et il avait des inconvénients. Apparemment, il n'avait pas toutes les informations qui lui étaient nécessaires, et l'ANSM diffuse dans le PUT, alors je ne sais plus ce que ça veut dire, protocole d'utilisation temporaire, voilà. C'est extrêmement bien fait. Donc j'ai envoyé ce document au patient, qui, ça a dû lui être utile, et il a jugé que c'était aussi utile pour l'ensemble des patients, il l'a mis sur le forum. Voilà, au niveau de l'expérience des thérapies ciblées. Voilà.
comment... Oui, ce qui montre qu'au-delà de l'éducation thérapeutique formatée dans ce que dit la loi, les programmes, le patient acteur, ça recoupe beaucoup de réalités, que ça soit la décision partagée, que ce soit le e-patient, qui est aussi une dynamique qui prend de plus en plus de place et qui a aussi un relais important. Mais Xavier, tu voulais réagir? Super votre expérience. Alors, deux choses dans le désordre. Inverse. C'est important, les listes de discussion et d'échanges. C'est comme ça que ça fait avancer aussi la recherche. J'ai plein d'exemples, je vais vous en citer. C'est des remontées d'informations qui sont extrêmement intéressantes pour les chercheurs, mais aussi pour les industriels. Ils sont extrêmement friands de ça. Après, c'est compliqué à organiser, mais c'est possible. L'Agence du médicament, on a eu des très longues réunions là-dessus, sur la déclaration des effets secondaires, etc. Ils sont très intéressés parce que maintenant, on a des logiciels pour détecter les bruits, vous savez, les petites choses qu'on ne peut pas voir comme ça. Et donc, il y a toutes des théories mathématiques. Et on arrive à détecter des choses qui finissent par être significatives, mais qui ne le sont pas si on n'a pas les outils pour le regarder. Donc ça, c'est important, hein. L'autre chose, vous avez parlé tout à l'heure des essais thérapeutiques. Alors moi, j'ai géré la base des essais thérapeutiques, la base associative des essais thérapeutiques français, avant qu'il y ait beaucoup plus de transparence maintenant. Mais en France, elle n'est pas si transparente que ça. Par exemple, j'ai toujours été très choqué pendant 20 ans du fait qu'on ne communique pas aux patients qui étaient dans les protocoles d'essai ce qu'on appelle les prérequis, vous savez, c'est les 10 premières pages des protocoles d'essai. Qui ne sont pas les prérequis, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Or, ce pourquoi on fait ça est le rationnel de l'étude. Or, ce rationnel de l'étude n'est pas franchement secret, hein, faut quand même avouer. Il n'est pas franchement secret et il n'est jamais communiqué. Or, il est passionnant. C'est des trucs extrêmement intéressants. Ça oblige à réfléchir, ça ouvre des portes, etc., etc. Donc moi je me suis battu, j'ai rarement gagné malheureusement, pour qu'il y ait le plus de diffusion possible, et il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par garder l'information pour des tas de mauvaises raisons. Et donc je pense qu'il y a un travail important, et il y a beaucoup d'associations, même chez nous, qui se battaient sur la notice d'information, sur la virgule, sur le mot, etc. Et moi ça m'agaçait terriblement, et j'ai demandé qu'on soit inclus, et ce qui a progressivement été fait dans les commissions qui décident du design, enfin excusez-moi je parle anglais, de la conception des essais thérapeutiques. Or c'est important parce que ce que vous dites, ou à travers ce que j'ai perçu, vous êtes bien au fait des effets secondaires, de comment il y a une certaine variabilité dans la prise des traitements, etc. Et donc c'est important d'être dans ces commissions. Moi je suis dans différentes commissions, qu'elles soient privées ou publiques, ou des essais thérapeutiques, où même des commissions de surveillance des essais. Donc ça c'est important, vous pouvez le faire. Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais vous pouvez le faire. Je crois qu'on va prendre une ou deux petites questions très courtes pour rester dans le timing. Bonjour, Sylviane, France l'Info Espoir. Moi, je voudrais revenir à quelque chose de plus basique, parce que j'ai entendu des choses fabuleuses aujourd'hui, pour arriver à une guérison idéale, notamment en psychologie, mais aussi en médecine. Mais le problème qui ressort, c'est que l'éducation chez nous est en retard, apparemment. Maintenant, on ne forme plus assez de médecins, on ne forme plus assez d'infirmières, on ne forme plus assez de psychologues. On a des techniques nouvelles, donc je voudrais demander aux professeurs qui sont là, qui enseignent, qui sont dans les universités et sur le terrain, comment ils voient le problème éventuellement d'avenir et dans la société, puisqu'il va falloir qu'on remonte tous nos manches si on n'a plus les moyens. Parce qu'on a des moyens modernes à notre portée. Merci. Très rapidement, professeur. Comment on peut augmenter le numerus clausus ou des choses comme ça pour avoir enfin des médecins, enfin des infirmières, parce que je crois que le problème, il est de fond et il est là, il est tout basique. Voilà. Non, j'ai pas de réponse, j'ai des questions. Là, pour le coup, c'est peut-être un débat éternel et un autre c'est débat. Pas un débat oui, c'est récurrent. Oui, c'est récurrent. De toute façon, il y a moins 25% de médecins, c'est ça, dans les 5 ans qui viennent, ou quelque chose comme ça. Non, c'est une horreur. Le numéro clausus est augmenté, donc ça va se compenser. Non, oui, mais dans 10 ans. Il faut du temps. Oui, mais il y a un trou, là, il y a une vague. Il y a un trou d'au moins 10 ans. Moi, je ne suis pas médecin, je vous rappelle. Et donc...
Non, mais en termes de c'est un problème d'organisation de la communauté de toute la France, enfin en particulier de société. Et est-ce que en France, les citoyens veulent être bien soignés ou est-ce qu'ils veulent plus de grosses voitures, plus de machins, etc. C'est un choix de société. Voilà. Donc c'est une dimension politique. Donc cette dimension politique qui se traduit financièrement par des choix qui sont faits, des choix de la nation. Voilà. Donc est-ce qu'on préfère que les gens, que les grosses sociétés mettent leur argent à Guernesey, à Luxembourg ou en Suisse? Est-ce qu'on fait des règles pour réglementer les profits des banques, etc., etc. Il y a plein de choses qui ont changé depuis 20 ans et il y a de l'argent qui circule différemment. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail et qui ne va plus au profit de la santé. Voilà. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est l'organisation du système de soins. On l'a vu, j'ai pas la réponse. Elle se fera collectivement. Comment est-ce qu'on organise une santé qui est différente parce que on n'est plus dans la maladie aiguë, on est dans la maladie chronique. L'hôpital était fait pour la maladie aiguë. C'est fini, c'est pas fini, mais ça se passe très bien. Vous faites des choses formidables. Oui, malheureusement, ça. Mais maintenant, comment est-ce qu'on organise? Et alors, il y a des débats sur les infirmières qui auraient des capacités supplémentaires. Il y aurait des débats pour que les pharmaciens... Infirmières cliniciennes dans le plan cancer numéro 3, notamment pour le cancer. Voilà, il y a plein de choses qui vont avancer. Par exemple, au Canada, j'ai assisté à une conférence au Canada, les pharmaciens, ils peuvent faire des tas de choses qu'on ne fait pas ici. Moi, j'ai interrogé mon pharmacien, il a hurlé. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet que je pense qu'on n'arrivera pas à clore aujourd'hui. Demain, dans un journal anglais, hier, on annonçait qu'un Britannique, sur 2 Britanniques, il y en aurait un qui aurait un cancer. 1 sur 2 aurait un cancer demain jusqu'à 2030. Donc c'est un problème de conscience internationale, je dirais, de citoyenneté du monde. Donc je suis peut-être un peu idéaliste en racontant tout ça, mais je crois qu'il faut peut-être reprendre les problèmes à la base, faire une introspection chacun et aider nos professeurs, aider nos politiques à prendre les bonnes décisions. C'est pas les mêmes, les professeurs et les politiques, il ne faut pas mélanger, parce que là, on va pas être d'accord. Là. Non, on va pas être d'accord, mais... le politique, par définition, ne sait pas ce que c'est qu'un professeur, et inversement aussi, d'ailleurs. Et le mode de décision, et surtout l'amplitude des décisions, n'est absolument pas comparable. Mais absolument pas, d'accord? Non, il y en a qui sont... on peut pas, mais on peut peut-être trouver des solutions communes au travers Mais les solutions communes, elles existent vraisemblablement. La santé. Après, quand on parle de la santé, bon, il faut voir. La question, c'est notre système de santé. C'est notre système de santé qui est un système de santé qui reste quand même un des meilleurs du monde. Il faut quand même le dire. On a tous très peur que ça change, mais enfin, les efforts sont faits pour qu'il reste le meilleur du monde. Et on a des efforts à faire, bien entendu, mais quand même, pour l'instant, il reste un des meilleurs du monde. Et je pense que le vrai problème auquel on est confronté, à mon sens, aujourd'hui, est celui d'un changement d'époque. C'est ce que vous avez dit, on change d'époque. On a été une époque qui était très hospitalo-centrée, et on va passer à une époque qui est une époque moins hospitalo-centrée. Le vrai problème de ces époques de transition, et on est confronté à cela de façon aiguë, j'allais dire cruciale dans des services d'hématologie, c'est qu'il y a une période, et elle va durer, pendant laquelle il faut faire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à s'occuper des patients. Un patient qui a, il n'y a pas que des lymphomes, vous savez, il y a des leucémies aiguës, il y a d'autres, il y a des myélomes, il y a tout un tas de maladies qui, pour l'instant, nécessitent encore que des patients viennent à l'hôpital, qu'ils soient pris en charge à l'hôpital, qu'ils aient des traitements qui nécessitent des infirmières et des médecins pour s'en occuper, des internes. Vous avez souligné le rôle prépondérant des internes, on ne le soulignera jamais assez. Bref, là, il faut continuer ça. Puis en même temps, il y a d'autres patients, et même peut-être quelquefois, qui par la suite vont éventuellement aller dehors, chez eux, mais qui vont continuer des traitements. Donc il faut qu'on soit capable et qu'on soit en mesure de pouvoir faire et ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital et d'accompagner les patients en dehors de l'hôpital. Or, il faut le faire aujourd'hui avec des structures qui n'ont été fondées initialement que pour satisfaire le besoin intra-hospitalier et avec les coupes qui sont faites progressivement parce que la santé coûte de plus en plus cher. Demandez à n'importe quelle infirmière combien de patients elle doit s'occuper, quel est son temps de travail, etc., etc. Donc c'est là où il y a une vraie réflexion. Ceci étant, c'est parfaitement, on a été capable d'absorber d'autres révolutions, celle-ci sera absorbée de la même manière, et je pense qu'on a un problème d'accompagnement. Je suis tout à fait d'accord sur le fait d'impliquer davantage les infirmières, de former les infirmières. Il y a un truc aussi auquel on ne pense pas assez, c'est ces bidules, là, ces espèces de petites ardoises là, que vous avez sur votre nez. Tout le monde a des trucs comme ça dans sa poche aujourd'hui. Je peux vous garantir, même des sujets très âgés, des patients très âgés, ils ont leur petite ardoise, ils savent s'en servir. Et ces outils de communication utilisés de façon précise pour accompagner les patients et les suivre doivent faire l'objet de travaux intéressants.
Ça montre bien tout ce qu'on dit, l'importance justement de la co-construction avec tous les acteurs, y compris les patients, les médecins, les professionnels, les institutionnels, les politiques. Très très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, une dernière question et une réaction rapide. Oui, moi je voulais réagir en ce qui concerne l'observance en matière de lymphome, justement, avec les nouvelles thérapies ciblées PEROS. Il y a un levier sur lequel on peut agir, nous, associations. C'est justement avec ce nouveau paradigme qui va être ces nouveaux paradigmes qui vont changer la vie des patients, c'est-à-dire de prendre des médicaments anticancéreux puissants chez eux. Il va falloir aussi penser à s'allier avec les fabricants de médicaments, hein, les laboratoires pharmaceutiques. Il faudra s'allier aussi avec l'ANSM, parce qu'il y a un levier important qui est la sécurité du médicament et la sécurité du patient vis-à-vis du médicament. Vous avez l'exemple du Mediator, là, mais on peut s'en servir, c'est-à-dire se dire, attention, justement, il nous faut du personnel, il faut des personnes formées qui puissent appeler régulièrement les patients pour soit la chronobiologie, c'est-à-dire est-ce qu'il prend bien son médicament tous les matins, tous les midis, toutes les 4 heures. Moi, je connais des patients qui sont capables de le faire, mais on connaît aussi des patients qui ne sont pas capables de le faire. Noël Millepied connaît un traitement, et vous aussi, vous connaissez un traitement qui est le méthotrexate, hein, où on donnait toutes les 4 heures de l'acide folinique en IV, et après, on les envoyait à l'extérieur, ces patients, il fallait qu'ils en prennent toutes les 4 heures PEROS. On est arrivé à ce que les patients aient la conscience que c'était très important et c'était impératif que toutes les 4 heures, ils prennent ce médicament. Donc, pourquoi pas répliquer ce qu'on a su faire avec un protocole, pourquoi pas répliquer sur le PEROS, voilà. Alors encore un exemple de cette co-construction qui a à faire ensemble et de l'expertise patient qui oui, qui allier la NSM, oui, voilà, comme je dis, les institutionnels. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin de réagir ou bien sinon on va conclure avec cet exemple-là. Je vous remercie tous les 4 d'être intervenus. Merci à tous.